Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de méthode numérique. Donc nous allons parler aujourd'hui de rétro ou backpropagation, rétropropagation ou propagation rétrograde. C'est plutôt les applications qui nous intéressent. Nous avons vu la fois dernière que pour calculer des gradients, donc on introduisait ce qu'on appelait le graphe computationnel qui nous permettait de calculer des gradients. Donc, clarifions d'abord une première application. Donc, nous allons parler ici de application aux réseaux neuronaux. Où la situation est la suivante. Donc, le réseau il est caractérisé par plusieurs paramètres et il prend en input plusieurs exemples. Donc, les exemples sont dans une base de données qu'on va appeler oméga. Donc, c'est les petites oméga de cette base de données. La fonction qui caractérise la performance et donc ou sinon la perte de performance. Donc ici c'est une fonction qui s'appelle loss, une perte, fonction à minimiser. C'est une fonction L. Elle est définie où et elle a quelle valeur? Elle est définie en fait sur l'ensemble de paramètres. Ça c'est les paramètres du réseau. Donc à optimiser. Ça dépend aussi de l'exemple. Et puis on obtient, si pour un exemple donné, pour un jeu de paramètres donné, donc c'est la fonction L de x oméga. Et donc à minimiser, en fait, qu'est-ce qu'il faut minimiser? Ça va être l'espérance selon oméga de L de x et oméga. Ça veut dire en somme de, par exemple, si comme oméga c'est assez souvent, grand oméga c'est un ensemble fini, bah, ça va être la moyenne, enfin, tout simplement. Quels sont les paramètres? Donc comment ça marche le réseau? L'input, donc le réseau il a plusieurs couches. Donc il y a la couche input, les couches cachées, input, c'est la couche en verte. Couche cachée, les couches en jaune. Et puis le output ou la sortie. Et la fonction loss dépend directement de ce output. À la limite, on peut même sortir la fonction loss si on veut. Très bien. Comment sont qui est l'input, quels sont les paramètres? Donc en fait, les inputs ici sont les exemples. Donc on va dire un input c'est y0 appartient à r puissance 4 ici, n'est-ce pas? Et lui il est transformé en quelque chose qui va être y1 qui est en L puissance R puissance 5. Et comment ça se passe? Il y a deux étapes en fait. Il y a l'étape y1 tilde égale w1 y0 plus b1. Et puis un y1 qui va être une fonction d'activation a1 de y1 tilde. Ça c'est une fonction activation. Ça c'est un exemple de ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle une couche dense. Il y en a d'autres façons de faire des couches, par exemple les couches convolution, mais on ne va pas en parler de tout ça. Donc là c'est matrice, donc matrice. Donc ça va être combien il y en a d'input, il y en a 4, combien il y en a d'input, il y en a 5. Et puis là c'est vecteur, B1 c'est un vecteur dans R puissance 5. Et ainsi de suite. Ça c'est pour la couche Y2 tilde qui fait la transition entre la première jaune. Donc là on est arrivé ici.
on est arrivé à l'entrée de la deuxième couche cachée. Et ça se passe pareil. Donc y de tilde égale w2 y0 pardon, y1 plus b2 et y2 égale notre fonction d'activation de y tilde 2. Et le troisième, c'est la couche, c'est la sortie. Donc on est arrivé déjà ici. Et la sortie, c'est c'est cette fonction d'activation A2, sachant que ici, par exemple, on a un seul output. Bon, peu importe. Comment ça se passe, la minimisation de cette fonction de loss? Y sont les exemples. Qui peuvent être des oméga ou d'autres peuvent dépendre d'oméga. Par contre, X sont les paramètres. Quels sont les paramètres? En fait, c'est W1, B1, W2, B2. C'est ça les paramètres. Donc à optimiser. Et l'algorithme qui est utilisé ici, c'est l'algorithme qui est dit stochastic gradient descent. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi Adam, il y a aussi Nesterov, Accelerate, il y a Momentum et autre chose. Il y en a plein. Mais on donne un exemple, mais tous utilisent une chose qui utilise le gradient. Ça veut dire, c'est les étapes xn plus 1, ça va être xn moins un rho positif, gradient de la fonction loss par rapport à x, calculé en xn, et avec l'exemple oméga n. Donc on remarque qu'on prend un exemple ou plusieurs. C'est pour ça que oméga et y ne sont pas identiques en fait. Y, ça peut être un exemple, ça peut être deux exemples, mais nombre petit en général. Enfin, petit, c'est tout relatif. Mais c'est ça ce qui fait. C'est un algo de gradient en fait. C'est un algo de gradient qui est conçu pour minimiser la fonction de perte et donc améliorer la performance du réseau. Et donc, de quoi est-ce qu'on a besoin pour ce gradient? On a besoin de calculer cela. Nabla xl, x, oméga n. Une fois qu'on l'a, chaque fois on tire au hasard oméga n plus 1, ça donne un tas d'exemples et sont propagés à travers le réseau. Mais on a besoin donc de calculer le gradient. Donc comment ça se fait le calcul du gradient? Donc à nouveau, ce réseau, c'est un exemple de réseau. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués ou plus simples. Ça, c'est un exemple. Donc calcul de gradient avec propagation rétrograde. Donc c'est le back propagation. Comment ça va le backpropagation? En fait, il a besoin de quoi? Il a besoin de connaître, par exemple, les inputs Y0. Et bien sûr, ensuite, il y aura W1. On avait dit qu'on commence à 1 de mémoire. Ouais. Donc W1 et B1. Et tous ces trois-là donnent Y1 tilde. Y1 tilde, on applique la fonction A1, on obtient Y1. Avec W2 et B2, on obtient Y2 tilde. Et puis, donc j'espère ne m'être pas trompé dans le nombre de couches. Bon, on obtient Y2. Et puis, ici,
Donc là, une fois qu'on l'a obtenu, bon, on obtient aussi cette fonction f pour simplifier. On va dire que ici on obtient en appliquant la fonction L, pour faire simple, c'est on sort de L de, excusez-moi, on a dit on applique A2, on obtient Y2, et c'est celui-là qui sert par la suite dans la fonction loss. Donc Y2, et puis en fonction qui calcule, tenant compte de tout ça, la fonction loss, ça va être tout ça. Mais ensuite, à la fin, il y a une fonction qu'on appelait G, par exemple, G de Y2. Très bien. Donc on veut dériver de G par rapport à quoi? À W1, B1, W2, B2, qui sont les inconnus. Une fois qu'on a ça, c'est bon. On aura donc ces dérivées-là vont être introduites ici. Et c'est bon. Donc, dans notre cas particulier, c'est bon parce que L de X, donc W1, B1, W2, B2, ça c'est le X, et on va dire oméga qui va être Y0, oméga égale G de Y2. D'accord? Donc c'est ça notre fonction. En pratique, par exemple, ça va être si c'est un problème de classification, savoir si c'est un chat ou un chien sur une image. Y0, ça va être l'image d'input. G de Y2, ça va être la distance entre la vraie étiquette, c'est un chat ou un chien, et l'étiquette donnée par ce réseau. Si le réseau donne la bonne réponse, on est content. Sinon, il y a une pénalisation qui apparaît dans la fonction loss. Mais le graphe computationnel, justement, il sert à calculer ça. Donc le calcul de ces dérivés se font avec les techniques présentées la fois dernière. Le graphe computationnel, propagation rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de ça, on commence à voir, à calculer ici chaque fois qu'on peut tous les gradients. Donc on parcourt le graphe dans l'ordre inverse. Donc, propagation rétrograde. Ce sont ces flèches-là. D'accord? Et une fois qu'on l'a parcouru, c'est qu'on a le gradient de notre fonction de perte par rapport à chaque paramètre. À nouveau, les paramètres sont les W, les B, les matrices, etc. On n'optimise pas les fonctions A. A1, A2, c'est pas ça le but. On n'optimise pas la dimension du réseau, par exemple. Ça, c'est l'architecture du réseau qui reste la même. C'est les paramètres du réseau qui sont optimisés. Ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, effectivement, comment on fait cette propagation inverse, ça dépend précisément de la fonction A2, A1, etc. Ça dépend un tout petit peu, il faut s'en convaincre que c'est possible de calculer ces dérivés. On ne va pas entrer dans les détails, mais bien sûr, les dérivés par rapport à une matrice, c'est l'ensemble des dérivés par rapport à chaque élément de cette matrice. Et donc, c'est une matrice. Donc, en particulier, remarque, D de G par dw1 égale matrice.
parce qu'en fait c'est l'ensemble des dérivés par rapport à chaque élément, chaque entrée de cette matrice-là. Il se trouve qu'il y a une façon de faire ces calculs de manière plus rapide que juste en prenant un par un ces dérivés. D'accord, il y a une vectorisation de la chose. Mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Très bien. Deuxième exemple. Donc là, ça a fini la discussion de cet exemple qui était les applications à réseaux neuronaux. Deuxième exemple, ça va être les exemples de contrôle. Donc exemple 2, contrôle. Qu'est-ce qu'on veut contrôler? Par exemple, de nos jours, on a un système SIR avec bêta égale bêta de t à optimiser. Ça vous rappelle bien, c'est notre actualité, c'est le confinement. Rappel du système SIR, donc on peut l'écrire comme x' égale f de x de t, u de t, qui sont les ensembles de paramètres. Mais lui, il s'écrit de sa nature, S' également bêta si, I' égale bêta si moins gamma i, et ainsi de suite. R' égale gamma i. Donc x, ça va être les S, I, R. U, pour nous, ça va être bêta en fait. C'est le contrôle. Et qu'est-ce qu'on veut? Donc but, minimiser. Quoi? Ben, minimiser le nombre de gens atteints, donc S0 moins S, disons en horizon T. D'accord? Ça, c'est le nombre de personnes qui vont être atteintes de cette épidémie-là. Plus le coût de confinement. Taille. Bon, c'est pas exactement ça la taille de l'épidémie, mais c'est presque taille de l'épidémie. Coût de confinement. On va dire que c'est en fonction C de bêta, de t qu'on va intégrer entre 0 et t parce qu'on paye chaque jour. dt par exemple, exemple C de x égale, c'est pas bêta 0 sur x. Ça c'est le bêta 0, c'est le temps normal, et x, ça coûte de plus en plus cher de nous confiner de plus en plus. Donc quand le x il approche 0, le coût va exploser, va être infini, mais en général on arrête déjà bien avant. Et donc on veut minimiser tout ça. On va lui donner un nom, J. J il dépend de U. Bon, il va dépendre des données initiales, mais ici ça, on va dire que les données initiales ne bougent pas, donc ça ne va pas vraiment entrer en ligne de compte. Et donc voilà ce qu'on veut minimiser. La minimisation de cette partie-là, le coût de confinement, donc calculer la dérivée par rapport à bêta de ça, c'est relativement simple. Donc par exemple, d sur d bêta, de intégrale 0 à t, de c, de bêta de t, dt, bah, en fait, c'est la fonction c' de bêta de t. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Dites-vous que c'est une sorte de gradient. Par contre, la dérivée de l'autre partie, S0 moins S de t, c'est celle-là qui va nous intéresser. C'est celle-là qui est un peu plus compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Parce qu'en fait, on ne voit pas le bêta là-dedans. Alors que le bêta, bien sûr qu'il intervient là-dedans, parce qu'il intervient à travers l'évolution de S qui dépend de bêta. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'implicite. Il y a deux façons de voir, de se rendre compte comment on fait ce calcul. La première façon, c'est de faire le graphe computationnel. Quel est le graphe computationnel de celui-là? Déjà, il faut dire qu'est-ce qu'on est en train de résoudre. Donc on avait dit, notre équation, on va l'écrire de manière générale, x',
x' de t égale f de, bon, on peut mettre t, mais bon, x de t, e de t. D'accord? Et donc, comment on va résoudre? Par exemple, ELR explicite. Ça donne xn plus 1 égale xn plus gradient donc h f de xn un. D'accord? Bon. Et avec cette formalisation de la chose, donc on veut, par exemple, gradient d sur dx, d sur dun, parce que un c'est notre contrôle, d sur dun, de qui? De certaines fonctions. La s de t, c'est une fonction. Il dépend de l'état final de x de t. Donc c'est une fonction, on va l'appeler g de s de t, qui est une fonction très simple, c'est 1 moins s de t. Mais de manière générale, ça va être une fonction g de x de l'instant final. Il se peut que ça dépende d'autres instants, mais ça c'est une simplification qui est tout à fait raisonnable. Mais c'est ça ce qu'on veut. C'est ça ce qu'on veut. Parce qu'une fois qu'on les a les un, j de u qui apparaît ici, u c'est l'ensemble des un prises en chaque instant. En fait c'est une fonction de temps mais qu'on a discrétisé. D'accord? Donc on va discrétiser 0, h, 2h, etc. Là ça va être u1, u2 et ainsi de suite. Bon, il faut voir si ces notations, peut-être on peut commencer à u0, c'est pas grave. 2h, 3h et puis t égale, disons, n fois h. U3 et ainsi de suite. Bon, très bien. Et donc, comment on calcule ces gradients-là? Le calcul se fait de la manière suivante. On va passer sur le poly. Le graphe direct, c'est quoi le graphe direct? Donc, on a xn. Ici, je vois que j'ai mis dépendance de tn, c'est très bien. Et puis, il y a h f de tn un xn. D'accord? Et puis xn plus 1 égale x plus vn. Vn étant celui-là. Pour calculer le vn, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le un et le xn. C'est tout. Parce qu'ensuite, h il est donné, tn il est donné. Imaginez que ça, en fait, c'est un graphe computationnel qui a l'instant n. Mais en fait, lui, il est plus long, celui-là. On est d'accord. Donc, je vais peut-être l'expliciter un tout petit peu, mais il est plus long que ça, bien sûr. Donc, il y a x1, il y a u1. Il y a v1 égale hf de t1, x1, u1. Peut-être qu'il faut commencer à 0, bien sûr. 0 parce que bon, on a commencé à 0, x0, v0, t0, x0, etc. Ça, et puis ça nous permet de calculer xn plus 1. x, pardon, 1. Donc je ne vais plus écrire la formule parce que on l'a. Et donc x1 aussi. Ensuite on aura eu 1. Ça va donner un v1. Et puis ça va nous servir à calculer x2. Et ainsi de suite. U2. Bon, vous avez compris. V2. X3. Bon, et donc nous, ce qui nous intéresse, on a pris juste un morceau, là, le troisième par exemple, d'accord? Et c'est celui-là que je l'ai fait figurer ici, pour certains 10 petits n, d'accord? Ça c'est le graphe direct. Mais quel va être le graphe rétrograde? Le graphe rétrograde, chaque fois, il va accumuler la dérivée qu'on veut. Df, ici s'appelle f majuscule, désolé, j'aurais dû peut-être être plus cohérent. C'est notre g d'avant. Je vais le corriger quand même. Oups, j'ai fait un truc très moche. F
puis ici aussi f. Voilà. Et donc, nous, on veut les dérivés de ce f-là par rapport à un. Et comment on calcule les dérivés par rapport à un? On calcule tous les dérivés par rapport à tout le monde. En particulier, si ici, on avait lambda n plus 1 égale dérivé par rapport à xn plus 1, parce que c'est ça la valeur d'ici, le graphe rétrograde, lui, il accumule maintenant les dérivés de f par rapport à xn plus 1. Très bien. Ensuite, comment on calcule la dérivée par rapport à d'autres éléments? Ben, il faut voir. Donc la dérivée de f par rapport à xn, ça va contenir quoi? Ça va être... il y a deux façons d'arriver ici. Il y a une façon d'arriver comme ça, et une façon d'arriver comme ça. Donc on aura besoin de ces dérivés d'abord. D'accord? Parce qu'on a vu que le graphe rétrograde, il peut avancer quand tous les précédents sont déjà calculés. Donc en fait, c'est celui-là qu'il faut calculer d'abord. Celui-là, dérivé par rapport à Vn, comment on le calcule? En fait, le Vn, il apparaît de manière très simple là-dedans, c'est juste l'addition. Donc c'est la dérivée de f par rapport à xn plus 1, fois dérivée de xn plus 1 par rapport à Vn. Bon, dérivée de xn plus 1 par rapport à Vn, on voit bien que c'est 1. Donc c'est lambda n plus 1. Très bien. Donc là, on l'a mis là-dedans. Ça nous permet de calculer celui-là maintenant, parce qu'il est tout écrit, et au sens qu'on a calculé ces précédents qui étaient ici, dans le truc sans couleur, genre de gris. df par dun, c'est ce qu'on veut, c'est celui-là qu'on veut vraiment. Les autres, on les fait juste parce qu'on n'en a pas le choix. Mais c'est celui-là qu'on veut vraiment. Bah, ça va être la dérivée de f par rapport à vn, c'est son précédent, fois dvn, dun. Comment il dépend, on regarde Vn de Un, bah, c'est la dérivée de f par rapport à Un qui va être utilisée. Dérivée de f par rapport à Vn, on avait dit, c'est lambda n plus 1, n'est-ce pas? On l'a calculé. Et puis, dérivée de Vn par rapport à Un, bah, ça va être h fois la dérivée de f par rapport à dun. Très bien. Et puis l'autre, il se calcule aussi de la bonne manière, sauf qu'il faut sommer les deux contributions des dérivés venant de gauche et de droite. Donc lambda n dérivé de f dxn plus 1, ça va être df dxn plus 1, dxn plus 1, dxn, plus df dvn, dvn dxn. Et donc lambda n, qui va être notre notation pour cette valeur, d'accord, ça va être quoi? Lambda n plus 1 fois 1, parce que dxn plus 1, il dépend de dxn, enfin la dérivée est 1, plus ça, fois ça. Ah, le premier df dvn, on l'a calculé, ça s'appelle lambda n plus 1. df dvn dxn, oui, il est... Oui, enfin... dvn dxn, celui-là, il est h df par rapport à dx, et c'est ce qu'on écrit ici. D'accord? Très bien. Et donc, comme ça, on calcule les dérivés. On remarque qu'il y a quand même un truc intéressant, qu'en fait, les dérivés s'écrivent d'une manière un peu... il y a une sorte de récurrence là. Lambda n égale lambda n plus 1 plus lambda n, etc. C'est intéressant de continuer de discuter de cette récurrence-là. Donc on va essayer de comprendre un tout petit peu. Donc la récurrence ici, xn plus 1, c'était celle-là, égale xn plus h f xn un. Très bien. Et puis bon, je vais mettre comme... je vais le recopier. Donc xn plus 1 égale xn plus h f de... On va mettre tn tant qu'à faire, de xn un. Et puis lambda n égale lambda n plus 1 plus, donc on avait dit lambda n plus 1 fois df dvn df sur dx à l'instant tn un
xn, et puis fois h que j'ai pas écrit ici, mais qui doit être parce que bon, c'est la dérivée par rapport à... Ouais. Ici, c'était dérivé de Vn par rapport à xn, bah oui, il y a le h qu'il faut écrire. D'accord. Il faut corriger si dans vos polis, il n'est pas très clair. Très bien. Et puis, on avait dit df sur den, ça va être dans ce cas-là, lambda n plus 1 fois h fois df sur du 1 tn un xn. Mais là, pourquoi on s'est fatigué à écrire tout cela? Parce qu'en fait, ça a l'air d'une... celui-là, il vient de quoi? Il venait de la discrétisation de x' de t égale f de t, x de t, u de t. Mais l'autre aussi, il a l'air d'une discrétisation. D'accord? De quelle discrétisation? Attention, c'est une discrétisation rétrograde en temps, parce que c'est lambda n égale lambda n plus 1, etc. D'accord? Donc, c'est une discrétisation du type lambda prime de t égale moins df sur dx en t x de t. Excusez-moi, je n'avais pas mis dans le bon ordre les paramètres. Parce que si maintenant on fait cette discrétisation-là, on tombe sur ça. C'est lambda prime égale moins df sur dx lambda de t. Bon, on peut se dire, très bien. Oui. Et alors, pourquoi c'est si intéressant? En fait, c'est si intéressant parce qu'on retrouve ce qu'on savait. On savait depuis quelque temps, quand on a fait Euler-Lagrange, qu'on avait à calculer, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a à minimiser quelque chose sous contrainte. Mais par exemple, quand on fait minimiser f de x de t, sous la contrainte, quelle était la contrainte? X' égale f de t xu. D'accord? Mais quand on minimise ça, en fait, on construit f de x de t plus les multiplicateurs de Lagrange, x' moins f de t xu, forment les multiplicateurs. Mais lambda de t, c'est pile ce multiplicateur-là, lambda de t. Maintenant, il faut pour chaque t. Donc finalement, cette partie-là, ça va être une intégrale de ça dt. Je ne suis pas sûr que c'est très immédiat à voir, mais toujours quand on avait, par exemple, minimisé f dx sur la contrainte que g du x égale 0, on construisait f du x plus lambda g du x. On calculait le dérivé partiel de ça pour calculer le minimum. Mais là, on fait pareil. Donc, on construit, on additionne les deux et on regarde. Et si on regarde qu'est-ce qui se passe, en fait, l'intégration par partie nous donne le résultat. Quand on fait ça, c'est un nouveau g de u. dg par rapport à d lambda, ça donne la contrainte, ça veut dire x' égale f de t xu. Très bien. Mais dg par rapport à dx, ça ne donne pas la contrainte. Ça donne quelque chose de type lambda facteur x' moins f txu dt, et c'est ça ce qu'il faut, d par rapport à dx de ça. Ça nous embête parce qu'il y a x', donc on peut dire d par rapport à dx de lambda x entre t et 0 moins intégrale de, donc on fait une intégration par partie, non, une intégrale de qui? Ici il faut mettre x lambda prime moins lambda f dt. D'accord? Et quand on a dérive par rapport à x, bon, celui-là, on va l'oublier pour l'instant. Et donc, quand on dérive sous le signe intégral, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ces termes-là. Lambda prime
lambda prime moins lambda, et puis dérivé par rapport à x de f sur dx, enfin t, x de t, u de t, égale 0. Voilà l'équation qu'on obtient si on dérive par rapport à x. On voit bien que c'est la même, hein. Sauf si je fais des bêtises et que je me suis trompé dans le calcul, mais là c'est la même équation que tout à l'heure. D'accord. Donc on voit bien qu'en fait le graphe computationnel nous permet de donner une version discrète d'une procédure de type Euler-Lagrange qu'on a déjà vu, en tout cas pour cette application au contrôle. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a vu donc les deux applications. Il y en a d'autres, si par exemple pour le calcul des paramètres, mais ces deux applications paraissaient les plus différentes et donc les plus intéressantes pour ce graphe computationnel.